Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée, le bulletin d'information. On parle d'abord de ce présumé homosexuel qui a été inhumé puis exhumé par des personnes non encore identifiées à Kaolack. Ces individus l'ont traîné hors du cimetière de Léona Niassène avant de le brûler. Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Kaolack met en garde et annonce qu'une enquête sera menée afin d'identifier les auteurs de ces actes qu'il juge être d'une extrême gravité relevant de la barbarie. Dans ce communiqué, Abbas Yayawan ajoute que tout cela ne peut rester impuni. Par conséquent, des poursuites pénales prévues par la loi seront engagées après identification des responsables. Nous nous rendons à présent devant le jury du dimanche pour parler d'économie. Plus de 70%, c'est le taux d'endettement du Sénégal. C'est pourquoi le Fonds monétaire international a pris des mesures radicales selon le Dr Khadim Bamba Diagne. Et malgré cela, le FMI compte bien sûr accompagner le pays malgré une dette de 14 000 milliards de francs CFA en imposant bien sûr des conditions strictes dont la réduction drastique des subventions sur l'énergie. Cela entraînera bien sûr une augmentation de tous les prix selon l'économiste invité donc du jury du dimanche. La synthèse est avec Mamadou Dianga. Le Fonds monétaire international a pour mission d'aider les pays africains à ajuster leurs économies, que les dépenses soient au même niveau que les recettes. Donc un gendarme des économies africaines, d'après Dr Khadim Bamba Diagne. Le taux d'endettement du Sénégal est très élevé, 14 milliards de francs CFA, soit 75% du PIB. Un pourcentage qui dépasse largement le taux de 70% fixé par l'UEMOA. De ce fait, notre pays ne respecte plus les critères de convergence de la zone monétaire, raison pour laquelle le FMI tape du poing sur la table. Si maintenant le niveau d'endettement dépasse l'ordinaire, le marché va perdre confiance à l'économie sénégalaise. Parce qu'on vous dit que mais vous là, on vous a prêté autant de milliards, vous n'avez pas remboursé, comment vous allez faire pour rembourser une nouvelle dette? Et là, si le marché perd confiance, le taux d'intérêt va prendre l'ascenseur. Vous allez emprunter avec des taux très élevés. Et là, vous avez besoin d'aide. Oui. À chaque fois que vous voyez le Fonds monétaire, c'est que cette économie a besoin d'aide. Parce que le Fonds monétaire, c'est un médecin, c'est un docteur. Il vient, il te dit que oui, maintenant tu as pris des risques, tu as fait ce que tu veux. Maintenant, tu es malade, je te consulte. Comme un médecin, il te consulte, il te donne une ordonnance. Fais ça, fais ça, fais ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Si tu es d'accord sur l'ordonnance, je peux t'aider financièrement. Si tu n'es pas d'accord, ok, va sur le marché chercher de l'argent à des taux à 2 chiffres. Le Sénégal est mal en point sur le plan économique selon Dr Khadim Bamba Diagne. Le gouvernement a demandé de l'aide au Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods accepte de l'accompagner avec des mécanismes de facilité de crédit pour lui permettre d'assurer des financements avec 1,5 milliard de dollars, soit plus de 930 millions de francs CFA. Une assistance qui n'est pas sans condition. Que les subventions qui étaient de 700 milliards en 2022, qui sont de 500 milliards aujourd'hui, doivent l'année prochaine être à 250 milliards. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les subventions. Il faut la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance aussi, c'est un problème au Sénégal. Bon, il y a un certain nombre de critères que le Fonds monétaire a mis en place, que le Sénégal va accepter. Si l'État décide de suivre les suggestions du FMI, c'est-à-dire réduire les subventions, les conséquences seront alors de cause à effet. Tous les prix vont flamber. En fait, l'État, quand on met une subvention, surtout sur l'électricité, ça permet aux consommateurs de payer moins cher l'électricité. C'est une chose. Mais la deuxième chose, même les entreprises ont besoin de l'électricité dans leur circuit de production. L'électricité, c'est un input extrêmement important. Et donc, le consommateur va payer plus cher maintenant son courant avec la Sénélec. Et donc, on a augmenté le prix de l'électricité. Toutes les entreprises qui produisent, qui sont dans la production, vont augmenter. Leurs charges financières vont augmenter. Et si les charges financières vont augmenter, l'entreprise dit que c'est le consommateur qui va le payer. Donc les consommateurs seront obligés de supporter et l'augmentation de l'électricité et l'augmentation de tous les autres prix. Et déjà, les consommateurs vont devoir payer les 250 milliards de subventions prévues l'année prochaine, révèle l'économiste.
Et nous restons devant le jury du dimanche. L'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'exprime sur la situation actuelle à l'UCAD. Et selon Khalim Bamba Diagne, 5 mois sans cours pour les étudiants, c'est vraiment trop. Voilà pourquoi la résilience, selon lui, doit être ainsi le maître mot, suivant ses explications face à Aïssata Ndiaye Fala. Je suis professeur à l'université, mais j'ai été aussi ancien responsable du mouvement élèves étudiants pendant tout mon cursus. Et je sais qu'en tant qu'étudiant, une année qui peut être invalidée, le problème que ça peut poser pour cette génération-là, mais aussi les saccages du 1er juin, les impacts qu'ils ont eus sur le campus pédagogique et le campus social. C'est vrai qu'on avait, avec la Covid, appris à faire des cours à distance. Maintenant, l'université veut continuer les cours à distance. Les étudiants refusent. Mais je pense que l'université doit être résiliente. Quels que soient les cours, l'université doit être résiliente et montrer que, quel que soit le niveau des saccages, on doit continuer à enseigner en présentiel, même si le cours doit louer des bâtiments à gauche, à droite pour l'administration. Mais je pense qu'on ne doit pas prêter le flanc. On ne doit pas montrer aussi que le coup qu'on a reçu le 1er juin va pousser l'administration à fermer l'université pendant 1 an, parce que 6 mois quand même, pour moi, c'est trop. Il faut que l'État aide l'université, parce qu'on te parle des bus brûlés, et voilà, des bâtiments qu'on peut louer en dehors de l'université, mais comme les chambres des étudiants sont un tout petit peu habitables, parce qu'on a brûlé le bureau de la direction du COUD, et certaines directions, mais les logements des étudiants ont été épargnés. L'université en tant que telle, à part le chapiteau de la faculté de droit, je pense que... La fac médecine aussi avait été touchée un tout petit peu. Oui, je pense qu'on peut essayer de voir comment, même si on doit louer des bâtiments, mais pour moi, l'université doit être résiliente. Et pour avoir participé à une manifestation non autorisée pour ainsi exiger la réouverture des universités, le vendredi dernier, bien évidemment, des étudiants de l'UCAD ont été ainsi arrêtés puis placés sous mandat de dépôt. Les étudiants de l'UCAD ressortissant donc de la région de Matam ont donc fait face à la presse pour demander la libération de leurs camarades, car selon eux, leur place n'est absolument pas au niveau des prisons, mais plutôt à l'université, suivant justement les explications d'Abdoulaye Kamara. Il est le président de l'amicale des étudiants de la commune de Matam et il est au micro de Amadou Omar Diallo. L'objectif de cette manifestation, c'est d'abord pour demander la réouverture de l'ICAD, le campus social et pédagogique. Mais à notre grande surprise, certains de nos étudiants ont été appréhendés par le commissaire et ils ont été entendus le jeudi au niveau du commissariat, le vendredi par le procureur qui les a déférés. Donc ils ont placé sous mandat de dépôt à l'heure où je vous parle. Donc c'est une situation que nous condamnons et que nous déplorons également. Il y a certaines localités qui ont organisé la même manifestation et ces étudiants ont été libérés dans la journée. Alors que nous, on ne peut pas admettre que nos étudiants qui sont dans leur droit d'organiser une manifestation, de demander la réouverture du campus social, qui ont été arrêtés jusqu'à être déférés. Et nous notons également une silence notoire des autorités, que ce soit dans la commune, des autorités de la localité et ceux de la région également. Donc nous condamnons cette position. Pour un étudiant qui veut apprendre, je pense que l'idée serait de dire que vous voulez apprendre, donc on va ouvrir le campus social et le campus pédagogique. Donc c'est une situation vraiment que nous déplorons et nous demandons aussi la libération de nos frères qui sont détenus au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Matam. Mais en quelque sorte, certains nous disent qu'il y a une coloration politique sur ce que les étudiants ont fait. Alors que je vous dis aujourd'hui, nous le disons haut et fort, que cette manifestation n'a rien de politique. Cette manifestation n'a rien de coloration. Et face à cette crise universitaire, le Forum civil mise sur le dialogue entre les étudiants et les autorités universitaires. Ceci pour trouver une solution définitive à la fermeture de l'espace universitaire. Pour Birahim Seck, ce dialogue peut également avoir pour sens de prévenir les tensions sociales. Écoutons justement ces propos. Birahim Seck est le coordonnateur du Forum civil et il est au micro de Goran Daklo. L'État doit prendre au sérieux les situations qui prévalent actuellement au niveau des universités. L'éducation, c'est un droit. Les étudiants ont le droit et même l'obligation
en quelque sorte d'aller étudier dans les universités. Et que la situation doit être prise de façon très sérieuse. Et que les dirigeants des universités ne doivent également pas se comporter comme des donneurs de leçons. Ils doivent travailler en parfaite collaboration avec les étudiants. Ils doivent écouter les étudiants. Ils doivent permettre également à ces derniers de s'exprimer pour donner leur point de vue. Ils doivent également écouter les dirigeants des universités, les syndicats d'enseignants, les professeurs, qui sont au sein des universités, qui ont la capacité également de faire des propositions pour que l'espace universitaire soit pacifié. Par cette occasion également, nous demandons aux étudiants de privilégier également le dialogue, d'accepter de discuter, si on les appelle, d'accepter de discuter avec les autorités universitaires pour qu'une solution heureuse soit trouvée pour cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans plusieurs universités quand même est déplorable. Les étudiants ont le droit d'étudier, la paix sociale également doit être préservée, mais c'est le dialogue qui peut permettre à ces différents acteurs, enseignants, dirigeants d'université, étudiants, de pouvoir trouver une solution heureuse à cette situation-là. Mais il faudra surtout éviter également d'utiliser le discours de la force, surtout également au niveau des structures universitaires, pour qu'une solution définitive soit trouvée. Et au moment où les étudiants et autres universitaires, bien sûr, attendent impatiemment la réouverture des universités publiques du pays, le Premier ministre annonce pour bientôt le démarrage de la campagne agricole, la campagne de commercialisation agricole. Par ailleurs, Amadou Ba souligne la nécessité de créer une structure bancaire dédiée à la commercialisation agricole. Et selon lui, cela va permettre de résoudre les problèmes avec les paysans et les opérateurs économiques. Amadou Ba, que nous écoutons au micro de Isidore Alexandre Sena. La campagne de commercialisation agricole va bientôt démarrer. En définitive, nous voulons dépasser les problèmes qui parfois émaillent cette campagne agricole. Et nous estimons que la solution, c'est la mise en place d'une banque qui va regrouper la Caisse de crédit agricole et la Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS, FONGIP et éventuellement d'autres structures comme l'ADER. Nous y pensons. C'est un engagement que j'ai fait lors de ma déclaration de politique générale. Je disais qu'il est grand temps que le Sénégal ait une structure bancaire, car les ambitions du chef de l'État, du gouvernement pour la gestion de la question nécessitent une grande structure qui va nous permettre de dépasser le modèle de financement classique. Nous voulons que l'agriculteur vive de son activité. Il est clair que le président Macky Sall a beaucoup fait dans le secteur agricole et la commercialisation des productions. L'État a subventionné cette année à hauteur de 100 milliards de francs CFA les paysans. Mais nous estimons que les acteurs et les opérateurs méritent de vivre encore mieux de leur travail. Le saviez-vous? La forêt classée de Mbirkilane couvre une superficie de 6 889 hectares, 4 300 hectares utilisés pour l'agriculture et 1 491 hectares constitués de savanes arbustives dégradées. Un environnement qui a suscité donc la mise en place d'un plan d'aménagement dont les orientations ont été ainsi partagées à la préfecture de la localité en présence donc de toutes les parties prenantes. Compte rendu, Boubacar Falbop et Oumar Ndiaye. Le plan d'aménagement de la forêt classée de Mbirkilane a été présenté aux autorités et à toutes les autres parties prenantes. Collectivités locales, populations, acteurs des eaux et forêts, entre autres. L'objectif de cette approche inclusive étant de réussir une gestion intelligente de la forêt au bénéfice de tous. Parce que n'oublions pas que ce plan, son objectif principal, c'est de permettre aux populations qui sont déjà sur place de vivre correctement dans la forêt, mais tout en préservant les bénéfices de cette forêt-là aux générations futures. Ce plan d'aménagement entre dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées initié par la Banque mondiale. Et justement, c'est dans le cadre de la restauration des terres dégradées, un des aspects spécifiques, c'était la réhabilitation de la forêt classée de Mbirkilane. Mais on a déjà une enveloppe initiale de plus ou moins 200 à 300 millions de francs CFA qui, je pense, est quand même relativement conséquente pour pouvoir réhabiliter, avoir des résultats assez importants. Ce plan d'aménagement était présenté aux populations en vue d'une validation pour un document final qui devra servir de guide pour la restauration de toute la forêt classée de Mbirkilane.
Au même moment, l'association des adjoints maires du Sénégal s'est réunie hier samedi. Ces élus demandent plus de considération. Ils espèrent ainsi la revalorisation de leur statut et la mise en place d'une indemnité de cession. Bref, un accompagnement de l'État. Suivant les détails, c'est avec Khadija Ndadjoufa. L'association des adjoints maires du Sénégal demande la revalorisation du statut de l'élu local. Pour votre gouvernement, le socle de notre engagement reste la revalorisation du statut de l'élu local. Au moment où le secteur est miné par un mouvement d'humeur, par la question de la hausse des salaires des agents de la fonction publique qui tarde à être concrétisée par l'État du Sénégal. Donc dans ce contexte, devrons-nous nous aussi être laissés en rade? Non. Ces adjoints au maire veulent aussi la mise en place d'une indemnité de cession. Les adjoints au maire abattent un travail administratif énorme et sont dans toutes les tâches qui font marcher les collectivités territoriales. En outre, il est important pour plus d'éthique de veiller à mettre en place une indemnité de cession pour les conseillers municipaux qui sont les soldats infatigables de la décentralisation et délibèrent sur tout ce qui impacte la vie des populations. S'y ajoutent aussi des accompagnements pour mieux s'imposer dans l'exercice de leurs fonctions. Nous devons faire confiance aux adjoints des maires du Sénégal. Toutefois, nous sollicitons d'être accompagnés, l'association des adjoints aux maires, par des subventions afin de mieux répondre à la réflexion, aux actions nécessaires pour consolider et développer ce qui est les autorités et les populations attendent de nous. Dans le cadre de la décentralisation, l'association des adjoints maires du Sénégal appelle le gouvernement et l'AMS à soutenir leur organisation. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Et pour cela, nous nous rendons à Kaffrine. L'objectif d'une session de formation qui s'est tenue dans l'une des plus grandes régions du pays était donc de réduire les inégalités entre les sexes, de renforcer les capacités des femmes dans les organisations de la société civile et de soutenir leur fonctionnement organisationnel. Cette activité était donc destinée aux groupements et autres organisations de femmes. Écoutons à ce propos les explications de Ndeye Faye Ndiaye. Elle est donc la présidente de l'association Action pour le développement du Sénégal et elle est au micro de Boubacar Falbopa. C'est une activité qui consistait à diffuser, à vulgariser un outil très important qui est le standard de performance des organisations de la société civile. Donc c'est un outil qui permet aux organisations de femmes de renforcer leur capacité organisationnelle et managériale. C'est un outil qui a été conçu de façon participative avec toutes les organisations partenaires du projet, qui sont au nombre de 25 et qui travaillent depuis 2020 avec le projet. Donc c'est un travail de longue haleine qui a permis quand même de déceler tous les points, tous les critères qui permettront aux femmes de pouvoir gouverner de manière participative et transparente les organisations qu'elles dirigent. Santé, avant de clore cette édition, les hémodialysés de Saint-Louis, Ndioum et Matam affichent un sourire satisfait grâce à un partenariat entre le ministère de la Santé et le port autonome de Dakar. Ils n'ont plus besoin de se rendre à Dakar pour la création de fistules artério-veineuses. Les détails, c'est avec Momar Alisnian et Mokhtar Seka. Dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Santé et le port autonome de Dakar, l'hôpital régional de Saint-Louis vient de bénéficier d'un camp qui a permis d'aider plusieurs hémodialysés. Nous sommes venus dans le cadre du renforcement de la prise en charge des hémodialysés. En fait, il faut reconnaître que dans la prise en charge de la dialyse, il faudrait un abord vasculaire. Ça veut dire que pour avoir un bon débit sanguin, il faut faire ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse. Et cela, on le fait actuellement à Dakar. Donc, dans le cadre de facilitation de l'accès aux soins, nous avons travaillé avec la Fondation pour Autonome Dakar pour voir comment faire un camp à Saint-Louis pour permettre à ces malades qui devaient aller à Dakar faire cet acte opératoire, le faire bénéficier au niveau de Saint-Louis. Cette initiative est une grande première pour les populations de Saint-Louis
Dioum et Matam. Le problème qui se pose, c'est que pour des problèmes de ressources humaines, cette confection se faisait qu'à Fann, à Dakar. Donc ce qui fait qu'il y a une très grande liste d'attente et les malades, évidemment, les malades qui sont loin de Dakar étaient laissés un peu en rade. Donc là, on est là pour corriger ce problème avec l'aide du ministère de la Santé. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur joie après une intervention moderne. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs et surtout, prenez bien soin de vous.